Les imagitateurs du JDR présentent. Si tu es encore un bambin avec les joues roses, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Nous allons parler de la mort et en termes explicites. Allez, casse-toi, va manger ta purée. Tu reviendras quand tu seras grande ou grand. Ciao. Kano wins. Fatality. Allô tout le monde, Eric Descenfroid pour les imagitateurs du JDR et aujourd'hui, on se parle d'un sujet usé à mort. C'est le cas de le dire, on parle de la mort dans le jeu de rôle. Effectivement, il te suffit de claquer. On est vraiment dans le thème de la mort. Il te suffit de taper mort et jeu de rôle dans la barre de recherche de YouTube et tu vas voir que la majorité des chaînes qui traitent de sujets à propos du jeu de rôle ont déjà parlé en long et en large de la mort. Alors, qu'est-ce que moi, je peux rajouter sur la mort aujourd'hui? Je pourrais te surprendre et faire en sorte que quelques interjections sortent de ta bouche comme « Oui, oh, et ah, je ne m'attendais pas à ça! » Donc, on va aborder la mort en 4 points aujourd'hui. Premier point, la majorité des MJ ont une dichotomie face à la mort, une contrariété, une opposition, et que cette opposition-là, elle se retrouve dans la majorité des systèmes. Et c'est facile à comprendre. Les systèmes sont créés par des MJ, OK? Il n'y a aucun système qui a été créé par des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Quoique ça s'en vient avec ChatGPT, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, c'est intéressant de voir qu'un bug dans la tête de la majorité des MJ se retrouve sur papier dans nos systèmes. Deuxièmement, certains jeux se targuent d'être gritty, d'être violents. Chevalier, si tu ne prends pas garde, un simple palefrenier pourrait te tuer d'un coup de fourche. Et souvent, ces jeux se pavanent sous l'étiquette de jeux réalistes. Je travaille entouré de médecins. Mais plus que ça, j'ai eu la chance de parler, échanger avec un médecin légiste, un spécialiste de la mort. Devant un corps, il doit déterminer l'identité de la victime, le quand, l'heure et la date de la mort, et aussi le comment et le pourquoi. Est-ce une mort naturelle, maladie, accident, meurtre, suicide? Suite à cette conversation, je me suis aperçu que oui, certes, il y a les sacs à points de vie style Donjon Dragon, qui n'est pas très réaliste, mais à l'autre côté du spectre, ces jeux très gritty où tu meurs d'un seul coup. Mais ce n'est peut-être pas aussi réaliste que l'on le croit. Surprenant? Troisième point, que la mort est beaucoup trop présente dans le jeu de rôle. Aussitôt qu'on a un boss devant nous, mais ça va se terminer par la mort de celui-ci, ou la nôtre. Aussitôt qu'on a maille à partir avec quelqu'un, il y a de fortes chances que ça se termine dans un bain de sang. Et il y a aussi ces combats jusqu'à la mort. Alors que tu as une blessure grave, là, tu continues de te battre jusqu'à la mort. Ce comportement devrait peut-être être réservé à 3 types de personnes. De 1, le zombie qui ne réfléchit pas du tout et qui fonce. 2, le parent qui défend sa progéniture. Et 3, le samouraï avec son code d'honneur complètement pété. Pour le reste, animaux, humains et créatures, on devrait peut-être prioriser l'instinct de survie. Et la nature foisonne d'exemples à nous donner. 4e point, tuer les héros de notre histoire. Est-ce vraiment une bonne idée? Certes, Roméo et Juliette meurent dans la pièce de théâtre. Là, je t'ai pas divulgaché, spoilé grand-chose, là, la pièce, elle date un peu, OK? Mais il meurt à la fin. Et si j'achète un livre, un roman, écrit Conan, je ne m'attends pas à ce que Conan claque à la page 50. Si tu es prête, si tu es prêt, imaginatrice, imaginateur, plongeons, toi et moi, dans l'ADN du JDR pour découvrir si, concernant la mort, on n'est pas à côté de nos pompes. Mort? Pompe? Funèbre? Oui, tu as le droit de m'assassiner pour un tel trait d'esprit. Et je t'invite à écouter jusqu'à la fin, parce que la conclusion pourrait te surprendre. Et maintenant, 10 secondes de pub, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On est sur TikTok, Instagram, Facebook, également sur plusieurs podcasts. N'hésite pas. Et n'oublie pas également, le jeu de rôle, c'est d'abord un jeu, donc c'est mon opinion parmi un océan d'opinions. Donc il faut se servir de cette capsule-là
comme d'un simple outil, ce n'est pas parole d'évangile. Chacun sa came et le jeu de rôle est différent pour chacun. C'est parti, on met l'œil sur le microscope et on regarde l'ADN du JDR. Commençons par notre premier point, cette dualité dans la tête des MJ face à la mort. On veut que la mort soit présente dans notre jeu de rôle, qu'elle soit possible. Pour une raison de tension, on veut que les joueuses et joueurs aient peur pour leur personnage, qu'ils s'y attachent. Également pour une raison de logique. Face à un danger, on veut que les joueuses et les joueurs agissent de façon conséquente. Exemple, si je te pointe avec un pistolet 9 mm à une distance de 3 mètres, dans la réalité, tu n'as aucune chance de faire quoi que ce soit. La vitesse d'un doigt sur une détente va battre n'importe quel champion olympien du 100 mètres. Un homme va faire dans les 10 mètres secondes alors qu'une balle de 9 mm en fait 400. C'est un combat perdu d'avance. Mais on joue à un jeu de rôle. Et dans un jeu de rôle, il y a des probabilités. Et peut-être que le jeu à laquelle tu joues, tu aurais 25% de chance de réussir à foncer sur le tireur sans être touché. Ou 20 ou 15% de chance. Et c'est déjà trop par rapport à la réalité. Donc si la mort est possible et présente à un certain pourcentage, sans doute que la joueuse ou le joueur va agir de manière conséquente face à ce danger-là. C'est-à-dire lever les mains, s'agenouiller et dire « je me rends » ou négocier quoi que ce soit, mais ne pas foncer tête baissée sur quelqu'un qui est armé à 3 mètres de toi. Donc oui, on veut que la mort soit présente et possible pour nos personnages, joueuses et joueurs. Mais c'est là que la dualité arrive, lorsque vient le moment de donner cette mort. La majorité de ces mêmes MJ répugnent à le faire. On ne veut pas tuer les héros de notre histoire. Et là, ça sert à rien de lever la main en me disant « Eric, je connais une MJ ou un MJ psychopathe qui adore tuer tous les personnages autour de la table. » On en connaît tous un ou tous une. Le seul point positif que je trouve dans ce genre de masterisation-là, c'est que pendant que ces gens-là trucident des gens qui sont fictifs, ils sont pas dans la vraie vie en train de se défouler sur des vraies personnes. Je vois pas d'autres points positifs. Et si vous m'écoutez, MJ psychopathe, dans le terme jeu de rôle, il y a quand même le mot jeu, faudrait pas l'oublier. Mais si tout le monde est consentant autour de la table et que vous adorez vous faire trucider, que grand bien vous fasse. Mais loin de moi ce genre de masterisation, s'il te plaît. Pour une soirée meurtre et mystère, peut-être, mais à part ça, on oublie. Donc, restons avec la majorité des MJ. On veut que la mort soit là, mais ça nous tente pas de la donner. Et mine de rien, cette contrariété, cette dualité dans la tête des MJ se retrouve dans nos systèmes, parce que les systèmes sont créés par des MJ, tout simplement. Et comment se matérialise cette dualité sur le papier dans les systèmes? Ah, joueuse, joueur, ce jet signifie ta mort. Mais attention, tu as quand même des points de destin, des points de chance, des points de fortune, des points de karma, des points de stress. Une panoplie de mécaniques qui revient toutes à la même chose, c'est-à-dire te sauver le cul, OK? Donc, ça va te permettre de soit bonifier ton jet, l'améliorer, monter d'un palier ou tout simplement de relancer. Et ça, c'est propre au jeu de rôle. Si tu joues un jeu de société, tu joues au Monopoly, tu tombes sur une mauvaise case, tu vas pas relancer ton jet. Vous passez go, vous ne réclamez pas 200$ et c'est directement la prison. Je peux pas relancer mon jet? Ta gueule, on joue, allez. Et ça, comprenons-nous bien, moi je ne le condamne pas. Je fais partie de la majorité comme vous et dans les systèmes que je crée, il y a toujours ce genre de parachute pour sauver les personnages de nos aventures. Et ça se comprend. Le jeu de rôle, ce n'est pas un jeu de société qui dure 3-4 heures. On joue souvent sur le long terme, des longues campagnes, et perdre un héros, ce n'est jamais vraiment agréable pour un MJ. On perd ainsi un arc narratif, on doit créer un nouveau personnage et créer un arc, une entrée pour un nouveau personnage. Et le processus n'est pas toujours heureux.
forcer l'entrée d'un nouveau personnage fait souvent artificiel. Le nouvel arrivant doit prendre ses marques, s'adapter, et parfois, on sent le scénariste derrière la manœuvre, que le mariage n'est pas toujours très heureux entre le nouvel arrivant et le reste du groupe. Vous avez travaillé avec mon frère, il a été assassiné, je viens pour le venger. Non, c'est pas toujours subtil. Mais c'est très intéressant de voir que ce conflit interne au niveau des MJ s'est incarné sur papier avec les points de chance. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi, ce sont ces jeux très violents, gritty, qui souvent se donnent l'étiquette de jeu réaliste. Est-ce vraiment réaliste de tuer quelqu'un facilement lors d'une confrontation? Suite à une conversation que j'ai eue avec un médecin légiste, il m'apparaît que non. Et on va en parler. Les blessures mortelles lors d'un affrontement, d'une rixe, d'une bagarre sont fréquentes. Tu reçois un coup de couteau, un coup de marteau, une balle dans le bide. Si tu n'as pas les soins appropriés, il se pourrait que tu meures dans quelques minutes, quelques heures, voire le lendemain. La blessure est mortelle. Mais des blessures mortelles et instantanées, ça, c'est rare. Très rare. Un coup de couteau et ton âme a déjà quitté ton corps alors que tu touches à peine le sol. Un coup de marteau et ça y est, tu n'es plus de ce monde. Une balle et tu es mort. Ce n'est pas aussi fréquent qu'on le pense lors d'un affrontement, d'une querelle, d'une bagarre, d'une fusillade. Ici, on ne parle pas d'un assassin qui vient te trancher la gorge dans la nuit ou d'un sniper qui est sur un toit et qui a tout le temps de te dégommer la tête. On parle vraiment d'échange de coups. Dans une bagarre, il y a une multitude de facteurs qui font qu'il n'est pas aisé de donner la mort en un seul coup. Le stress, la précipitation, l'amplitude de mouvement, la nature de l'environnement. Je vais te donner un exemple. Prenons la décapitation. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'un médecin légiste pour déterminer la cause de la mort. Dans le cadre d'une exécution, tous les facteurs sont là pour favoriser la réussite de la décapitation. La tête du condamné est appuyée contre un billot. Aucun recul. Le coup est dégagé. Le bourreau a aiguisé sa hache juste avant. Il a tout son temps pour donner son coup et toute l'amplitude de mouvement. Et même alors, c'est documenté, il y avait souvent des ratés. On devait s'y reprendre 1-2 fois. D'où l'invention de la guillotine par nos amis français dans un beau geste d'humanité. Donc, imagine une décapitation totale sur un champ de bataille, alors que le stress est là, alors qu'on n'a pas toute l'amplitude de mouvement parce qu'on est entouré d'autres combattants, que nos pieds sont dans la boue. Et il suffit que la cible porte un foulard autour de son cou et la décapitation totale devient pratiquement impossible. On a fait des tests sur des carcasses de porc, aussitôt qu'il y a un tissu, et sans doute que le pire c'est la soie, mais ça vient freiner la course de la lame dans la chair et elle stoppe à mi-course. Bon, la personne va être sans doute morte pareil, on va se l'avouer, mais c'est pour te dire que le coup unique qui tue instantanément, c'est quand même assez rare. Et là, tu pourras toujours me dire, Éric, une balle dans le cerveau et c'est réglé. Faut-il d'abord toucher le fameux cerveau? Dans les années 90, l'État de la Floride mène une étude sur la guerre des gangs lors des années 80. Remise en contexte des années 80 aux États-Unis dans les grandes villes, c'est la débandade. C'est d'une violence totale entre les gangs. Ce sont les belles années de la cocaïne. Ce sont également les années de gloire des séries policières et des films qui se sont servis de cette violence comme toile de fond. Les données, pour que tu comprennes, ami rôliste, c'est une balle sur 20 qui touche un corps lors d'une fusillade dans les années 80. La plupart des balles, on les retrouve dans les murs. Ça veut dire que tu lances un D20 et que ça te prend un 20 pour toucher quelqu'un. Et le cerveau humain, on va arrondir ici, mais ça représente environ 2% du volume du corps humain. Donc, pour toucher un cerveau, tu dois tirer un 20, obtenir un 20, tirer un D100 et obtenir un 99 ou un 100. Bien sûr, ici, tu comprendras que je schématise, mais c'est pour te montrer la difficulté de toucher un point vital, mortel, instantané sur le corps humain. Pas évident.
Et si t'es tenté de dire, Eric, voyons, c'était des gangs de rue, ce n'était pas des tireurs professionnels, des militaires, ben sache que au Vietnam, les données étaient pires. Ce sont des milliers et des milliers de balles pour neutraliser un seul adversaire. Et c'est même suite à ces données-là que le gouvernement américain est arrivé avec le programme de Quantico pour former ses snipers, ses tireurs d'élite, beaucoup plus efficaces. Donc, si tu crées un système de jeu de rôle, peut-être prendre en considération ces données. Et au lieu de créer un système qui va faire en sorte que tu as de fortes chances de tuer un personnage d'un seul coup, peut-être une discussion avec tes joueurs et tes joueuses serait plus efficace et réaliste. Et si tu joues à un jeu très critique qui t'envoie au sol sans point de vie et que le MJ tente quand même de te sauver, dis-toi que peut-être il agit de façon réaliste. Parlons maintenant du troisième point que j'aimerais aborder, que la mort dans le jeu de rôle, elle est beaucoup trop présente. Est-ce un héritage d'Hollywood? Mon âge très vénérable fait en sorte que j'ai connu cette dualité entre Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, où les deux hommes se relançaient à savoir qui tuait plus de gens dans ses films. La belle époque, quoi. Sarcasme. Ou est-ce un héritage des jeux vidéo? Avouons-le, lorsqu'on quitte une map de Diablo, il ne reste plus grand-chose qui respire derrière nous. Ou peut-être ça vient de certains jeux, les grands anciens, où pour gagner du XP, tu dois tuer. Ah, quel beau message à la jeunesse! Maman, je veux devenir comme mon héros, je veux trucider tout le monde, ouais. Toujours est-il que si tu te retrouves, on va parler en termes de jeux vidéo, mais si tu te retrouves devant un boss, il y a de fortes chances que ça se termine par la mort de celui-ci. Ou si tu as un conflit avec quelqu'un, sérieusement, sa mort, son assassinat va être assurément envisagé autour de la table, avoue-le. Allez, avoue! Donc oui, la mort vient beaucoup trop aisément dans le jeu de rôle, mais moi, ce qui me fascine surtout, c'est le combat à mort. C'est tellement contre-intuitif, contre nature de se battre à mort. Et vraiment, sérieux, pense-y, là. Prenons un exemple, OK? Je suis un Écossais, je me bats contre un Anglais, on est au 13e siècle, c'est un genre de duel, on est sur le green, sur le gazon, et là, je me prends une sale blessure au ventre, si bien que mes boyaux pendent jusqu'au sol. Assez long pour que je puisse faire de la corde à danser avec mes intestins. Il se pourrait qu'à ce moment-ci, je dise « Wow! » et que là, je prenne le temps de rassembler tous mes boyaux pour les mettre à l'intérieur de mon ventre et dire « Écoute, tu peux prendre ma ferme, mes 3 cochons, ma poule, et même les enfants, ils me tapent sur les nerfs. » Je vais négocier. Ou sinon, deuxième option, la reddition, devenir son vassal. Troisième point, prendre la fuite. Mais la dernière option, ça va être le combat à mort, alors que je retiens mes intestins d'une main. La nature foisonne d'exemples où l'instinct de survie pense avant tout. Prends 4 loups qui repèrent une carcasse de chevreuil, mais sur cette carcasse, la patte d'un énorme grizzly. Aussitôt que l'un des loups va se prendre une patte sur le côté de la gueule, les 4 loups vont fuir. Pourquoi? Ils veulent la carcasse pour vivre, pour survivre. Alors, ils ne vont pas mourir pour vivre. C'est d'une logique imparable. Donc, la mort, le combat à mort devrait vraiment être réservé pour les crimes passionnels, les zombies, les samouraïs avec leur code d'honneur et aussi le parent qui défend ses enfants parce que sa progéniture, c'est l'extension de sa vie. Donc, pour vos PNJ, humains, créatures, animaux, pensez peut-être à utiliser ces 3 options-là avant d'arriver au combat jusqu'à la mort. Pensez à la motivation de vos ennemis. Prenons le classique des classiques, le méchant qui veut conquérir le monde. Mais il veut conquérir le monde, donc il veut pas mourir, il veut conquérir le monde. S'il n'y arrive pas le lundi, ben, il va fuir puis il va tenter sa chance le mardi. Point final, c'est tout. Et on arrive au 4e point que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est tuer nos héros. Est-ce vraiment intéressant? J'ai écouté la série Dexter sur un tueur en série. Ben, je vais te spoiler quelque chose ici, le Dexter ne meurt pas en saison 1. Même chose pour la série Dr. House, Gregory ne meurt pas en saison 1. Idem pour Buffy contre les vampires ou Breaking Bad. Ces héros-là, on les suit tout au cours de leur aventure.
Et là, je te vois au fond lever la main, dire « Hey, mais il y a George R.R. Martin, j'adore Game of Thrones, j'ai écouté la série comme tout le monde, j'ai lu les romans, j'ai écouté les audiobooks dans ma voiture, j'ai joué aux jeux vidéo, je suis fan. Et j'ai sans doute vu la plupart de toutes les entrevues que l'auteur a données, moi qui aime écrire. » Et mettons une chose au clair, Ned Stark devait mourir, ainsi que Khal Drogo, pour que les vrais héros de cette aventure puissent prendre vraiment corps. Vrais héros qui sont Daenerys et les enfants Stark. Sans la mort de Ned Stark, exemple, Arya ne devient pas une assassin et Robb ne devient pas le roi du Nord. Si j'avais eu à jouer Game of Thrones autour d'une table, je me serais assis avec la joueuse ou le joueur qui interprète Ned et j'aurais dit « Dans un an, ton personnage va mourir. Est-ce que tu acceptes? » Parce que c'est comme ça que les vrais héros vont vraiment se dévoiler et embrasser leur destin. Ou sinon, Ned Stark aurait été un PNJ très important, mais un PNJ tout de même. Oui, c'est vrai que Martin a fait tuer Robb lors des Noces pourpres. Effectivement, il tue ses personnages principaux. La question est à savoir, est-ce vraiment intéressant de tuer les héros de notre histoire? Je suis forcé d'avouer que oui, ça met du sel. En tant que série, si tu regardes ça d'un œil extérieur, oui, ça crée une forme de tension et d'anxiété où tu te demandes est-ce qu'on va perdre un autre héros? Et la chose est vraie aussi d'un œil intérieur si c'est une partie de jeu de rôle et tu es joueur ou joueuse. Car si on perd un personnage qui était dans l'aventure depuis 1 an, mais ça crée du drama, ça nous ramène aussi à notre condition de mortalité. On a perdu un gros personnage et on voit un nouveau intégrer la table. Mais il faut que cette mort ait une utilité. Si tu meurs de façon ridicule et que cela n'a aucun impact sur les héros survivants ou sur l'histoire, ben c'est juste désolant. Et en même temps, ça exprime peut-être un non-respect de la part du MJ envers son joueur ou la joueuse. Tu as interprété un héros pendant 1 an autour d'une table et tu le fais partir comme si c'était le dernier des clodos du village. C'est pas gentil pour les clodos, qu'est-ce que je viens de dire, puis c'est pas gentil non plus pour les héros. Un exemple d'une mort insignifiante, cavalière et cavalier, vous traversez un champ. Le MJ vous demande un jet de perception que vous ratez. Une flèche apparaît traversant votre cou. Vous êtes mort. Tout cela pour apprendre qu'il s'agissait d'un chasseur qui apprenait à son fils à tirer à l'arc. Dans un roman de dark fantasy, cet événement est le bienvenu et même déjà vu. Ici, c'est un clin d'œil à Glenn Cook. Mais dans un jeu de rôle où derrière ce personnage se cache une joueuse, un joueur qui a interprété amoureusement ce héros pendant des mois, cette mort est très très moche, tout simplement, selon moi. Bref, le traitement de la mort d'un héros autour d'une table de jeu de rôle, c'est important. Pour moi, celle-ci doit nourrir l'histoire et la psychologie des personnages restants. Et pour finir, j'ai déjà entendu l'argument, parce que je donnais justement l'exemple de Dexter, que Dexter porte la série sur ses épaules, c'est le seul héros, tu ne peux pas le tuer. Je trouve que l'argument ne tient pas, dans le sens que c'est pas parce que tu as plusieurs héros que là, la mort, c'est moins grave. Ça serait comme dire, j'ai un enfant, donc non, je veux pas que mon enfant meure, mais si j'ai 4 enfants, là, je peux me permettre d'en perdre un. Ça a juste pas de bon sens comme mode de pensée. Moi, autour de la table, j'ai mon personnage. C'est le seul que j'ai. Qu'on soit 4, 5, 3, je m'en fous. J'ai mon personnage et j'y tiens. Donc, je veux pas qu'il meure de façon ridicule. Donc, la quantité de héros pour moi autour de la table ne devrait pas avoir une incidence sur « Ah, ben, on est plusieurs, on peut se permettre d'en perdre ». Ayons une réflexion plus humaniste et moins mathématique, s'il vous plaît. Mais c'est juste drôle. J'avais bien aimé l'argument « On est plusieurs, on peut se permettre d'en perdre ». Appelons ça une politique de masse. Pour conclure, moi je te dirais, sac à point de vie, joue gritty, peu importe. L'important, c'est que toutes les personnes autour de ta table, vous soyez sur la même longueur d'onde, concernant la vie et la mort, parce que les deux sont viscéralement liés. Et on peut se poser une question. Est-ce vraiment intéressant de s'approcher d'un certain réalisme dans le jeu de rôle? Parce que oui, c'est l'angle que j'ai choisi pour te parler de la mort aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment fun? Je te donne un exemple.
Ton personnage se prend une balle dans la cuisse, de calibre 5,56 mm autant. C'est un calibre militaire, non pas pour tuer, mais pour faire mal, pour blesser, pour que tu cries sur le champ de bataille afin que tes collègues viennent te sauver. À ce moment-là, si on joue de façon réaliste, pour toi, le combat est terminé. Même si tu es au sol en train de tirer, c'est le stress qui est embarqué. Tu n'es plus vraiment en contrôle de ton personnage et si je te pose la question 3x3, tu ne seras pas en mesure de me répondre. D'un autre côté, il y a quand même ces témoignages-là très intéressants, de gens qui se sont pris des balles, mais dans de curieuses circonstances, où ils ont confondu deux stimuli, c'est-à-dire lors d'une chute ou à courir à travers les branches en recevant des coups, ils se sont pris une balle. Et sans s'en rendre compte, ils ont continué de faire comme si rien n'était, parce que l'information ne s'est pas rendue à leur cerveau. C'est seulement après, en prenant conscience qu'ils ont été touchés, que là, tout est embarqué. La chaleur qui les enveloppe et perte de conscience. Tu vois, même trauma, mais réactions différentes. Il y a une chose qui représente bien ça pour moi, c'est le cancer, cette bébite qu'est le cancer. Le même cancer va toucher M. A, qui va disparaître après 3 mois, et Madame B, elle, qui va se battre pendant 1 an. Tu vois, essayer de codifier la vie et la mort en jeu de rôle, essayer de s'approcher d'une certaine réalité, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la vie et la mort échappent souvent aux règles. Je travaille dans les soins critiques, face à la vie et à la mort qui s'encroisent continuellement. Et continuellement, on est face à la surprise. Donc, mettre ça en règle, oublie ça. C'est pourquoi que moi je te dis, c'est une question de choix. Les sacs à points de vie, le gritty, vous approcherez jamais de la réalité. Pour moi, le choix, nous, un humain va avoir environ 6-7 points de vie. Il faut qu'on soit touché 3 fois pour que ton personnage soit au sol. Et même encore là, il n'est pas mort. S'il y a des soins, on va le réchapper. C'est le choix qu'on a pris. On tangue un peu plus du côté du gritty, du violent. Mais de dire que c'est réaliste, on oublie le projet. OK? C'était, moi, ma vision par rapport à la mort et la vie, par mon vécu, par mon passé, par ma façon de jouer. Toutes les manières sont bonnes. Sac à point de vie, gritty, pour moi, c'est une question de confort et c'est une question de consensus autour d'une table, tout simplement. C'est ce qui conclut un peu cette capsule. Je répondais à la demande parce que je vais parler de la mort, en ridiculisant un peu la mort, le sujet de la mort dans une ancienne capsule, la capsule sur l'ellipse. C'est fait. Maintenant, c'est à toi de me parler de la mort. Est-ce que tu es plus gritty ou tu es plus sac à point de vie? Et si tu as des sujets à suggérer, hésite pas. Mais de grâce, peut-être quelque chose d'un peu moins lourd que la mort, parce que j'aime bien rigoler aussi. Là. Et là, la mort, c'est un sujet sérieux, OK? Donc, si vous avez des sujets, n'hésitez pas. C'était Eric, des Sans-Froid, pour les imagitateurs. D'ici là, à une prochaine capsule ou à un actuel play, moi, je te dis, brasse ton JDR, imagite ton JDR. Ciao. Toi, mon père, toi, ma mère, et mon petit chat à poil de peluche que j'aimais bien. Prépare-toi à mourir. 16. Tu es mort. Ah bah non, j'ai pris un point de destin, ce qui permet de monter d'un palier de réussite, donc c'est tout esquivé. Quoi? Je vais te tricoter un deuxième nombril, moi. 18. Tu es doublement mort. Ah ben là mon vieux, t'as vraiment pas de chance parce que moi j'en ai, il me restait un petit point de chance donc j'ai relancé le jet et j'ai paré le coup. Hey, fuck l'accent, c'est quoi ce jeu à la con? Dans un jeu de société, quand t'es pas content du résultat, tu relances pas les dés. Et quand la caisse est vide au Monopoly, je m'excuse, la partie est terminée pour toi. Coudon, la mort dans le JDR, c'est du foutage de gueule? Ah, en passant, je viens de faire une attaque et j'ai eu un vin naturel, c'est un critique, t'es mort. Ah, tu fais chier.